Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, le podcast où l'on déterre les grandes histoires du passé avec la curiosité de l'amateur passionné que nous sommes. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de feuilleter les pages, on va carrément prendre la route, une route mythique, une route qui fait rêver, la route de la soie. Quand on prononce ces mots, route de la soie, on imagine tout de suite des caravanes de chameaux traversant des déserts infinis sous un soleil de plomb, des cités exotiques aux mille parfums, des princes et des marchands échangeant des trésors. C'est une image puissante, éclatante, celle d'une aventure humaine extraordinaire. Et pour moi, c'est l'une des plus belles épopées du commerce et de la culture. Mais savez-vous vraiment ce qu'elle représente ? Car la route de la soie n'était pas une simple autoroute de l'Antiquité, c'était un réseau complexe, un carrefour de civilisation, bien plus qu'une simple voie commerciale. Alors, attachez vos ceintures, ou plutôt, préparez votre monture, car nous allons nous lancer dans un voyage fascinant, de l'Empire du Milieu jusqu'aux portes de l'Europe, à la découverte des secrets de ces routes légendaires. Pour commencer, il faut tordre le cou à une idée reçue. On parle de la route de la soie, mais en réalité, il faudrait plutôt parler des routes de la soie. C'était un véritable labyrinthe de chemins de terre, de pistes de montagne, de fleuves et même de voies maritimes, s'étirant sur des milliers de kilomètres. Imaginez une toile d'araignée gigantesque, tissée par des siècles d'échanges, de rencontres et de convoitises, reliant l'Orient et l'Occident. Et ce n'était pas seulement la soie qui voyageait. Oh non, la soie était la vedette, certes, le produit le plus emblématique, mais elle n'était qu'un élément parmi une multitude de trésors, d'idées et de savoirs qui parcouraient ces chemins. Mais alors, comme tout cela a-t-il commencé ? Eh bien, l'histoire de la route de la soie est intimement liée à un besoin très concret, les chevaux. Oui, des chevaux. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, la Chine impériale, sous la dynastie Han, était confrontée à des tribus nomades redoutables, les Xiongnu, qui harcelaient ses frontières. Pour les combattre efficacement, l'empereur Wudi avait besoin de chevaux plus grands, plus robustes, des chevaux célestes comme on les appelait, que l'on trouvait dans les lointaines contrées d'Asie centrale, notamment dans le royaume de Ferghana. C'est là qu'entre en scène un personnage clé, un homme dont l'audace et la persévérance ont ouvert les portes de l'Occident à la Chine, Zhang Qian. En 138 avant Jésus-Christ, il est envoyé par l'empereur Wudi dans une mission d'exploration périlleuse. Son objectif, trouver des alliés contre les Xiongnu et localiser ces fameux chevaux. Ce fut un voyage épique, jalonné d'épreuves. Zhang Qian fut capturé par les Xiongnu, retenu prisonnier pendant 10 ans, il fonda une famille, s'échappa, poursuivit sa mission, avant de revenir en Chine 13 ans plus tard, les mains vides de cheval céleste, mais la tête pleine d'informations inestimables sur les civilisations d'Asie centrale, de Perse, et même de l'Inde. C'est grâce à Zhang Qian que la Chine a pris conscience de l'existence de ces mondes lointains et du potentiel commercial qu'ils représentaient. Et c'est là que la soie entre en jeu. La Chine était le seul pays à maîtriser le secret de sa fabrication, une fibre légère, luxueuse, aux reflets changeants, qui faisait l'envie de tous. Elle devint rapidement la monnaie d'échange préférée pour obtenir les chevaux, les pierres précieuses, l'encens ou les épices des autres contrées. Alors, imaginez un instant le départ d'une caravane. Une multitude de bêtes de somme, des chameaux bactriens aux 2 bosses, réputés pour leur endurance dans le désert, des chevaux, des yaks dans les montagnes. Des hommes de toute nationalité et au visage buriné, des marchands chinois, perses, sogdiens, arméniens, indiens, se préparent pour un périple qui pouvait durer des mois, voire des années. Ils partaient de Chang'an, l'ancienne capitale chinoise, l'actuelle Xi'an, cette ville qui était alors la plus grande du monde, un véritable creuset de culture. De là, plusieurs chemins s'offraient à eux. La route du nord contournait le désert du Taklamakan par le nord, longeant les contreforts des montagnes Tian Shan. La route du sud suivait le désert par le sud, à travers les oasis du bassin du Tarim. Ces 2 routes se rejoignaient souvent à Dunhuang, une ville oasis vitale, où les voyageurs se ravitaillaient avant d'affronter les sections les plus redoutables de leur parcours. Parcourir ces routes, c'était défier des paysages d'une beauté à couper le souffle, mais aussi d'une hostilité absolue. Les fournaises du désert du Taklamakan, surnommées le « mer de la mort » ou « la mer sans retour », où les tempêtes de sable pouvaient engloutir des caravanes entières. Les cols vertigineux du Pamir, le « toit du monde », où l'oxygène se raréfiait et le froid mordait les os. Les caravanes devaient traverser des déserts arides, des steppes infinies, des rivières tumultueuses et des montagnes colossales. Chaque pas était une victoire sur la nature. Mais ces difficultés étaient compensées par la vie trépidante des oasis.
Des villes comme Kashgar, Samarcande, Boukhara, étaient des joyaux au milieu du désert. Des lieux de repos et de ravitaillement, bien sûr, mais aussi de commerce intense, de brassage culturel et d'échanges intellectuels. Imaginez ces marchés où l'on entendait toutes les langues, où les épices se mêlaient aux parfums d'encens, où l'or de Byzance croisait le jade de Khotan et la soie de Changan. Les caravansérails, véritables hôtels pour marchands et animaux, offraient un refuge et un lieu de rencontre, sous la protection de puissants seigneurs locaux. Ces routes, vous l'aurez compris, n'étaient pas unidirectionnelles. La Chine exportait sa soie, bien sûr, mais aussi des céramiques fines, de la laque, du thé oui. Le thé a commencé son voyage commercial par là, du papier et même, bien plus tard, la poudre à canon et la boussole. En retour, elle importait une multitude de biens. Les fameux chevaux d'Asie centrale, le jade de Khotan, les tapis de Perse, l'or, l'argent, le verre de Syrie, l'ambre de la Baltique, l'ivoire d'Afrique, les pierres précieuses de l'Inde et, bien sûr, les épices. Ah, les épices, poivre, cannelle, clous de girofle, muscade. Des produits qui valaient leur pesant d'or en Europe, non seulement pour leur goût, mais aussi pour leur vertu médicinale et leur capacité à conserver les aliments. Elles venaient pour la plupart d'Inde et d'Asie du Sud-Est, remontant l'océan Indien avant de passer par voie terrestre ou maritime vers l'Occident. Et c'est là qu'on comprend l'importance des routes maritimes de la route de la soie, car oui, elle avait aussi une dimension maritime cruciale. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, des navires partaient des ports chinois et indiens, contournaient la péninsule arabique et remontaient la mer Rouge, jusqu'aux ports égyptiens où les marchandises étaient ensuite acheminées vers la Méditerranée. Cette route maritime était souvent plus sûre et permettait de transporter des volumes plus importants que les caravanes terrestres. Elle a joué un rôle essentiel dans le développement du commerce des épices et d'autres produits pondéreux. Mais au-delà des marchandises, ce qui me fascine le plus avec la route de la soie, c'est l'échange des idées, des cultures, des religions et des technologies. Ce fut un véritable canal de diffusion pour les grandes philosophies et spiritualités du monde. Le bouddhisme, par exemple, né en Inde, a voyagé le long de ces routes, porté par des moines pèlerins et des marchands dévots. Il s'est implanté en Asie centrale, puis en Chine, transformant profondément ces sociétés. Les grottes de Mogao, près de Dunhuang, avec leurs milliers de fresques bouddhistes, sont un témoignage spectaculaire de cette transmission culturelle et artistique. Plus tard, l'islam, né dans la péninsule arabique, s'est également diffusé vers l'Est, transformant l'Asie centrale et exerçant une influence majeure sur les routes de la soie. Le christianisme nestorien, le manichéisme, le zoroastrisme. Toutes ces croyances ont voyagé, parfois se mêlant, parfois se confrontant, mais toujours enrichissant le tissu culturel des régions traversées. Les technologies n'étaient pas en reste. La fabrication du papier, inventée en Chine, a voyagé vers l'Occident au 8e siècle, via Samarcande, où les prisonniers chinois auraient divulgué le secret. L'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, la porcelaine, des techniques agricoles, des connaissances médicales, des instruments astronomiques. Tout cela s'est lentement diffusé, transformant les sociétés occidentales et orientales au fil des siècles. Les artistes et les artisans ont également voyagé, partageant leurs techniques, ce qui explique par exemple la présence d'éléments artistiques perses dans l'art chinois, ou d'influences chinoises dans l'art européen. Les marchands étaient les véritables vecteurs de cette mondialisation avant l'heure. Parmi eux, les Sogdiens, un peuple iranien d'Asie centrale, étaient particulièrement remarquables. C'étaient les marins du désert, polyglottes, ingénieux, courageux. Ils dominaient le commerce sur une grande partie des routes terrestres pendant des siècles, établissant des réseaux, des colonies, des comptoirs commerciaux. Leur langue était même devenue une sorte de lingua franca des caravanes. Ils étaient les intermédiaires indispensables entre les cultures. Bien sûr, la vie sur la route de la soie était loin d'être un long fleuve tranquille. Les brigands étaient une menace constante, et les caravanes devaient souvent voyager en groupes importants, sous la protection de gardes armés. Les maladies, les famines, les conflits politiques entre les empires successifs, tout cela pouvait interrompre le commerce pendant des années. Des villes prospères pouvaient être détruites par des invasions, et de nouvelles routes devaient être trouvées. C'était un réseau vivant, qui s'adaptait, évoluait, et parfois renaissait de ses cendres. La période faste des routes de la soie s'étend du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 15e siècle après Jésus-Christ, avec des hauts et des bas. L'apogée fut sans doute atteinte sous l'empire mongol au XIIIe siècle. Ironiquement, ces conquérants féroces, en unifiant un territoire immense de la Chine à l'Europe de l'Est,
ont paradoxalement créé une ère de paix relative, la Pax Mongolica, qui a sécurisé les routes et favorisé le commerce comme jamais auparavant. C'est à cette époque que Marco Polo, le célèbre voyageur vénitien, a pu parcourir la route de la soie et découvrir l'empire de Kubilai Khan, ramenant en Europe des récits fascinants qui ont enflammé l'imagination occidentale. Cependant, la fin du Moyen Âge a marqué un déclin progressif des routes terrestres. La désintégration de l'empire mongol a conduit à une instabilité politique accrue, rendant les voyages plus dangereux. Mais surtout, c'est l'essor des routes maritimes qui a changé la donne. Avec l'amélioration des techniques de navigation et l'exploration de nouvelles voies maritimes par les Européens, notamment Vasco de Gama contournant l'Afrique pour atteindre l'Inde, le transport par mer est devenu plus rapide, moins coûteux et moins risqué que les longues et périlleuses caravanes terrestres. L'océan Atlantique est devenu le nouveau centre du monde, et l'Asie centrale a perdu de son importance stratégique. Est-ce que cela signifie la fin de la route de la soie? Pas tout à fait. Son héritage est immense. Elle a forgé le monde tel que nous le connaissons, jetant les bases de la mondialisation, prouvant que les échanges sont un moteur puissant de l'histoire humaine. Elle nous rappelle que les civilisations ne sont jamais isolées, mais qu'elles se construisent et s'enrichissent mutuellement par le contact, parfois pacifique, parfois conflictuel. Aujourd'hui, l'idée de la route de la soie connaît même une sorte de renaissance. La Chine moderne, avec son initiative « La ceinture et la route », souvent appelée la « nouvelle route de la soie », cherche à recréer des liens commerciaux et d'infrastructures avec l'Asie centrale, l'Europe et l'Afrique, en s'inspirant de cette histoire millénaire. C'est une tentative de renouer avec une grandeur passée et de façonner l'avenir du commerce mondial. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un morceau de soie, que vous sentirez le parfum d'une épice exotique, ou que vous tiendrez un livre entre vos mains, prenez un instant pour penser à cette incroyable aventure. Imaginez les chameaux, le vent du désert, les visages des marchands, les murmures des prières dans les caravansérails. Pensez à Zhang Qian, à Marco Polo, et à tous ces anonymes qui, par leur courage et leur persévérance, ont tissé les fils invisibles qui relient les peuples et les cultures. La route de la soie n'est pas qu'une page d'histoire, c'est un écho lointain de notre capacité à explorer, à échanger et à nous émerveiller. C'est une invitation à l'aventure, à la curiosité, à la découverte des autres. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des leçons de l'histoire. Voilà, notre voyage sur les routes de la soie touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette exploration vous a transporté autant qu'elle me passionne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire. Votre soutien est essentiel pour l'historien du dimanche. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée dans les méandres du passé. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre curiosité en éveil. À très vite.